Je vous l'annonçais donc tout de suite en titre. Ismaïla Madior Fall sous bracelet électronique avec assignation à domicile. L'ancien ministre de la Justice a été auditionné par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Il est cité dans une affaire de tentative de corruption et détournement de deniers publics. Cette décision intervient 2 semaines après le vote par l'Assemblée nationale du projet de résolution portant mise en accusation devant la Haute Cour de justice. Les détails, c'est avec Aminata Maresso. L'ancien ministre Ismaïla Madior Fall faisait face mardi à la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Au sortir de cette audition, l'ancien ministre sous Macky Sall est placé sous bracelet électronique avec une assignation à résidence dans la région de Dakar. L'ancien ministre de la Justice est inculpé dans une affaire de corruption et de détournement de deniers publics. Le dossier remonte à juin 2020 après l'affectation d'une assiette foncière sur le plan d'urbanisme et de développement de Guédiawaye pour la construction du palais de justice de Pikine-Guédiawaye. Au-delà du ministre, d'autres personnes sont citées dans cette affaire. Il s'agit de l'ex-ministre des Constructions du ministère de la Justice et un plaignant répondant au nom de Cheikh Gueye. Ces 2 personnes ont été auditionnées lundi devant le parquet de Pikine, inculpées et placées sous mandat de dépôt pour escroquerie sur les deniers publics, corruption, association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux. Le placement sous bracelet électronique de l'ancien ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall intervient 2 semaines après le vote par l'Assemblée nationale du projet de loi portant mise en accusation devant la Haute Cour de justice. 3 jours après son décès tragique des suites d'un malaise, Fadiouf Ndiaye, défunt capitaine de l'US Ouakam, a été inhumé ce mardi à la maison mortuaire. Nos reporters ont trouvé son père inconsolable depuis cette mort brutale. Le point avec Cheikh Diop. Cela fait 3 jours que le capitaine de l'US Ouakam est décédé. Mam Fadiouf Ndiaye est tombé dans les vestiaires. Tristesse et désolation dans la maison mortuaire. Son papa, qui était au stade, nous retrace les faits. Il était dans son match. En un moment donné, il avait fait signe à son entraîneur pour lui dire qu'il ressentait une douleur. C'est à partir de là que tout a commencé. Il s'est effondré. Il y avait les sapeurs-pompiers qui essayaient de le sauver. Après, on l'a ramené à l'hôpital Mam Abdoulaziz des Parcelles d'Assini. Et c'est là-bas qu'on nous a annoncé le décès. Après, on a fait l'autopsie qui a révélé un problème cardiaque. Mon père, qui s'est fait le deuil. Après, je suis évacué au hôpital Abdou. Le médecin me reconnaissait effectivement deuil. Un homme ambitieux qui avait beaucoup de projets dans le monde du sport, il parta sans la réalisation. Fadiouf avait beaucoup de talent. Il avait un esprit d'équipe, en quelque sorte. Il était un fédérateur dans cette équipe de l'USO. Il fut l'aîné de sa famille. Déjà, un vide se fait sentir chez ses parents. Parce que Fadiouf, c'était un symbole, un homme formidable. Je ne peux pas expliquer tout, mais Fadiouf est tout pour moi. Allah est grand, son dernier statut a posté sur sa page WhatsApp qui sonne comme un au revoir. Toutefois, ses proches interpellent les autorités et assurent les premiers soins pour sauver les joueurs en cas de malaise sur le terrain. D'un quartier en deuil, Ouakam rassemblé autour du cercueil de Mam Fadiouf Ndiaye dépasse la simple émotion. 2 jours après le drame survenu au stade Birandi, une note de la Ligue sénégalaise de football professionnel et les textes de la Fédération sénégalaise de football viennent de révéler une vérité troublante. Eh bien, sa mort aurait pu être évitée. Mamadou Ndiaye.
petit souci avec cet élément que nous n'excluons pas de vous transmettre avant la fin de cette édition. Nous passons à présent à ces affrontements qui se sont déroulés à Meut entre forces de l'ordre et habitants. Actuellement, des affrontements donc qui ont éclaté au village de Meut, commune de Bambilor, entre les forces de l'ordre et les populations locales. Ces tensions sont liées au refus des habitants de l'implantation du projet Mbobos 2, un nouveau centre de traitement des déchets. Et selon les premières informations, les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser les manifestants, entraînant des échauffourées. Plusieurs jeunes du village auraient été arrêtés lors de ces affrontements. À Sangué, c'est dans la commune de Noto Diobass, le département de Thiès, des jeunes en furie ont délogé les élèves des établissements scolaires de la localité avant de brûler des pneus. Ils s'opposent au démarrage des travaux de l'université Diobass Smart City, un projet initié par le maire de Noto Diobass, Alioune Sarr. Les populations disent non à ce projet et dénoncent l'accaparement de leurs terres. Le reportage est signé Charanta Diop et Saïlatia. Ils ont délogé tous les élèves des établissements scolaires de Noto Diobass, direction le site qui doit abriter le projet Université Smart City. Ces jeunes du village de Sangué, très en colère, disent non au lancement et démarrage des travaux sur le site. Nous sortons une troisième fois pour dénoncer l'attitude et les agissements de notre maire. Je vais citer son nom, Michel Alioune Sarr. Hier, on a reçu un communiqué pour dire qu'aujourd'hui, il va lancer ses travaux. Quels travaux? Sangué ne connaît pas les tenants et les aboutissants de ce projet. Quitte à ce qu'il nous tue, nous sommes prêts, les habitants de Sangué. Il nous tue, mais cela ne passera pas, que ce qu'il va faire n'engage que lui et ses collaborateurs. La non-implication des populations de Sangué dans la gestion des terres a aggravé la situation. L'absence d'informations préalables et de concertation réelle avec les différentes franges de la population locale. Il s'ensuit aussi l'absence de processus inclusif et de démarches participatives, mais également l'absence d'études d'impact crédibles, de planification, prenant en compte les implications sociales et environnementales. Là où nous sommes actuellement, ça fait partie du site du Diobass Smart City. Nous, ce qui nous intéresse, c'est notre terre. Cette manifestation a conduit à un déploiement des éléments de la gendarmerie de Noto pour sécuriser les lieux. La Tabaski 2025 se prépare activement dans les marchés. Le tissu le plus en vogue cette année, le brodé unisexe. Au marché Zinc de Pikine, les commerçants se montrent heureux malgré la conjoncture économique. Du côté des clients, le grand événement oblige à consentir un sacrifice financier pour satisfaire la famille. Habib Faye s'est promené au marché Zinc pour nous, reportage. Dans ce marché, partout où l'on passe, impossible de ne pas apercevoir ces tissus. Tabaski oblige. Malick Sarr, en pleine activité commerciale, indique les bonnes qualités à sa clientèle. Celui sur lequel vous avez posé votre main est joli. Fini le marchandage, place à la vente. Cette année, les tissus en vogue sont... La tendance est le brodé unisexe. Il ne me reste qu'un seul. Il est la préférence des Sénégalais. À part ce tissu, il y a le bazin riche aussi, c'est une tendance. Les gens l'achètent pour en faire d'autres motifs. À côté de lui se trouve la boutique de Vieux Faye. Ce commerçant garde le sourire grâce à la vente de ses tissus malgré la conjoncture actuelle. Il y a le HKG d'Ipir. Il y a aussi des bazins riches d'Esner. Ils sont en vogue. Ils sont tellement jolis qu'on le confond souvent au Desner. Nous vendons le mètre à 4 000 francs. Cette dame, quant à elle, a terminé ses achats. Elle se dit obligée car la satisfaction de sa famille pendant la fête est primordiale. Je suis venue acheter des tissus, du bazin riche, du Getzner et du brodé unisexe pour adultes et enfants. Je vais les revendre à mes clients. Il y a énormément de tissus disponibles actuellement sur le marché. Le seul problème qu'on rencontre, c'est le manque d'argent. Le marché est bondé de tissus. Chaque client a sa préférence au grand bonheur des commerçants. Cette année, la star est le brodé unisexe.
Après une semaine mouvementée dans le nord du pays avec les vols répétitifs et le placement sous mandat de dépôt de 8 voleurs de bétail, les vendeurs de moutons de Tabaski, très inquiets à Saint-Louis, au foirail de Darou, ils réclament plus de sécurité et demandent aux autorités de prendre toutes les mesures nécessaires pour entamer l'ardeur des potentiels voleurs. Le point, c'est avec Ousseynou Diop et Habib Sek. Foirail de Darou, les moutons de Tabaski arrivent à compte-gouttes. Ici, les vendeurs sont très inquiets après les nombreux cas de vol enregistrés ces dernières semaines dans l'ancienne capitale. Bach Omar est le président des vendeurs du Foirail de Darou. Pour lui, plusieurs cas de vol de moutons ont été enregistrés sur le site. Chaque jour, on enregistre des cas de vol sur le site. Les voleurs sont très actifs. Les moutons et bœufs que vous voyez là-bas ont été volés et récupérés par la police. Il faut de l'éclairage, des lumières sur tout le site. Djibril Sow, le plus ancien vendeur du Foirail de Darou, alerte les autorités. Pour lui, il faut nécessairement renforcer la sécurité des vendeurs de moutons de Tabaski. Les voleurs sont des professionnels. Ils mettent la main sur des bœufs, des moutons et des chèvres. C'est pourquoi nous sommes obligés de rester ici matin et soir pour les décourager. La sécurité des vendeurs est menacée cette année. Muntagaba veut des solutions dans l'urgence pour mieux sécuriser tous les forails de la ville. Si le forail est en sécurité, les clients vont venir tranquillement ici, sans se soucier des problèmes de sécurité. Mais si le forail n'est pas bien protégé, on risque d'avoir beaucoup de déceptions pour la fête de la Tabaski. À Saint-Louis, l'inquiétude est générale chez les vendeurs de moutons de Tabaski, mais ils peuvent compter sur la police de Saint-Louis. Retour à Wakam, l'image d'un quartier en deuil rassemblé autour du cercueil de Mame Fadiouf Ndiaye. 2 jours après le drame survenu au stade Biranli, une note de la Ligue sénégalaise de football professionnel et les textes de la Fédération sénégalaise de football viennent rappeler une vérité troublante. Sa mort aurait pu être évitée. Les détails avec Mamadou Ndiaye. Le dimanche dernier, US Wakam n'a pas chanté. Elle a pleuré. Des centaines de personnes, proches, fans, acteurs du football ont accompagné Fadiouf Ndiaye, capitaine de l'US Ouakam, jusqu'à sa dernière demeure. Il s'est effondré samedi sur le terrain, victime de malaise, en plein match, et il ne s'est jamais relevé. Le plus choquant, au-delà de la douleur, c'est ce qu'on apprend 3 jours plus tard. Une note officielle datée du 20 mai 2025 et signée par la Ligue professionnelle de football rappelle une obligation pourtant claire depuis décembre 2024. Toute rencontre de Ligue 1 ou Ligue 2 doit être couverte par une ambulance médicalisée. Le document invite même les clubs à la commander directement auprès des sapeurs-pompiers. Alors, pourquoi n'avait-il aucun véhicule médical adapté au stade Biranli des Parcelles Assainies samedi dernier? Ce rappel de la Ligue professionnelle de football trouve un écho dans les règlements généraux de la Fédération sénégalaise de football. À l'article 25, il écrit noir sur blanc: les clubs doivent souscrire un régime d'assurance couvrant les joueurs, entraîneurs et dirigeants pour les accidents survenant un match, un entraînement ou lors des déplacements. Toute responsabilité civile liée à ces sinistres est à la charge des clubs. Plus encore, l'article 62 précise que aucun licencié ne peut pratiquer le football sans avoir satisfait à un contrôle médical. Le non-accomplissement de ces formalités engage la responsabilité du président du club. Et pourtant, dans les faits, le système médical dans les stades est souvent absent, rudimentaire ou totalement improvisé. Le dimanche dernier, un supporter a lancé un cri de cœur. Ce n'est ni une plainte, ni un slogan. C'est une exigence vitale, car Fadiouf Ndiaye est peut-être mort parce que les règlements connus de tous n'ont pas été respectés dans un pays où chaque joueur donne sur le terrain. Le minimum serait qu'on lui garantisse une prise en charge immédiate en cas d'urgence. La sécurité ne doit pas être une option, encore moins un luxe. Le football sénégalais a perdu un soldat. Ne perdons pas l'occasion de corriger un système défaillant. Qu'on n'enterre pas Fadiouf Ndiaye pour oublier, qu'on se souvienne de lui pour agir. Mamadou Ndiaye, merci. Dans le cadre du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, un atelier s'est tenu ce matin. Les difficultés liées à la bonne circulation du cheptel au sein de la CEDEAO ont été évoquées lors de cet atelier. Et principal constat, l'une des entraves les plus sérieuses demeure la corruption au niveau des postes frontaliers. Justin Mbeki est consultant pour la CEDEAO. Il nous en parle au micro de Lisa Prera.
ce que nous appelons les barrières tarifaires, qui sont généralement liées à des droits qui sont imposés sur certains produits, alors que ces produits, dans le cadre des protocoles de la CEDEAO, devraient être exemptés de certains droits, notamment les droits de douane, les droits de transit. Nous avons essentiellement les barrières non tarifaires qui sont du fait soit des agents de contrôle, comme vous l'avez relevé tout à l'heure, police, douane, gendarmerie, avec les tracasseries routières, les perceptions illicites qui sont observées ça et là, mais également malheureusement ces tracasseries routières également peuvent être du fait des acteurs du secteur privé, qui sont organisés à travers des unions et qui ont des postes de contrôle sur nos différents corridors, ou bien tout simplement parce que ces acteurs du secteur privé ne sont pas suffisamment professionnels, ne se conforment pas à la réglementation. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils créent les conditions des tracasseries sur les corridors. Et parce qu'ils ne sont pas en règle, ils sont prompts, je veux dire, à corrompre, à chercher à soudoyer les corps de contrôle sur les corridors pour pouvoir passer. Parlons éducation avec cette réalité à l'origine de l'abandon scolaire chez les jeunes filles. Il s'agit de la préservation de leur hygiène pendant leur menstru. La division du contrôle médical scolaire du ministère de l'Éducation nationale, avec l'appui d'un de ses partenaires, a mis à la disposition des jeunes filles des collèges et lycées de Tambacounda plus de 4000 kits sanitaires, ceci dans le but justement de leur permettre d'améliorer leur hygiène pendant cette période. Le reportage est de Mamadou Diouf. Honte, stigmatisation, manque de protection hygiénique, les règles restent un obstacle majeur à la scolarisation des filles dans la région de Tambacounda. Chaque année, beaucoup de jeunes filles sèchent plusieurs heures de cours ou parfois même abandonnent l'école à cause des menstrues. Les études ont montré que souvent, certaines filles, durant leur menstrues, ne peuvent pas supporter l'ambiance scolaire. Elles préfèrent rester chez elles. Pourquoi? Parce que les conditions scolaires d'apprentissage ne sont pas favorables à leurs règles. Et les menstrues constituent des facteurs d'abandon scolaire. Pourquoi cela? Parce que si une fille qui connaît des règles douloureuses, à chaque mois, elle perd une semaine de cours, je pense bien que si ce quantum-là n'est pas assuré, et que si pendant cette période, il y a des évaluations qui sont programmées, si pendant ces cours, il y a des cours importants qui sont en train de se dérouler, peut-être tout cela pourrait contribuer vraiment à ne pas favoriser qu'elle puisse avoir des résultats positifs. Et cela, sur ce point, on pourra dire que tout simplement que ça peut être une des causes de l'abandon de certaines filles ou bien de la déperdition scolaire. Face à cette situation, la division du contrôle médical scolaire au ministère de l'Éducation nationale, avec l'appui de l'ONG Pinks, a mis à la disposition des jeunes filles des collèges et lycées de Tambacounda plus de 4000 kits sanitaires dans le but d'améliorer leur hygiène menstruelle. Donc avec la DCMS, la division du contrôle médical scolaire, qui est au niveau du ministère de l'Éducation nationale, donc le projet PINGS a mis à la disposition de ces jeunes filles qui sont scolarisées au niveau des établissements 4091 kits d'hygiène, donc distribués à l'ensemble de ces jeunes filles. Et vous comprendrez l'importance de mettre à la disposition des jeunes filles des kits d'hygiène menstruelle, parce que la gestion des menstrues est vraiment une problématique réelle au niveau des établissements et qui a une incidence malheureusement sur le quantum horaire. Les enseignants se félicitent de cette initiative car ils estiment que ces kits vont diminuer drastiquement le taux d'abandon et les absences liées aux menstrues. Tout le monde sait que nous sommes dans une zone où l'abandon des filles est vraiment sur une ampleur. Mais je crois qu'avec la réception de ces kits d'hygiène aujourd'hui, cela peut nous permettre vraiment de soulager ce fléau et de maintenir davantage les filles à l'école, surtout durant les périodes de menstrues. À Tambacounda, la sexualité demeure un sujet tabou chez beaucoup de familles, ce qui fait que beaucoup de filles sont souvent confrontées à d'énormes difficultés quand elles atteignent l'âge des premières règles. Allez, on s'intéresse à présent à un phénomène qui prend de l'ampleur au Sénégal. Il s'agit des cas de féminicide. 7 cas en 5 mois, une violence qui ne s'explique pas et qui prend forme toujours dans le cercle familial. Penda Seck Diouf de la synergie des organisations de la société civile demande l'application stricte de la loi dans toute sa rigueur. Je vous propose de l'écouter
Au micro de Fatou Bintou Conte et Mohamed Nabidjan. La violence faite aux femmes et aux filles est inquiétante à l'heure actuelle. Et c'est récurrent. Des femmes tuées, des femmes violentées, des femmes victimes d'agressions, de disparitions et également des femmes victimes de violences sexuelles. Donc la palette des violences faites aux femmes et aux filles qui revient et de manière récurrente. Et les dernières dont on a assisté, c'est ces violences suivies de meurtres, ces meurtres sur femmes, et qui sont qualifiées même à la limite de féminicide au vu de la fréquence à laquelle ces violences sont effectuées. Et ce qui est inquiétant, c'est que ces violences sont commises avec des armes ou avec des objets familiers tenant lieu d'armes. Les femmes ne sont pas à l'abri. Maintenant, on tue et on tue sans état d'âme, ce qui est inquiétant à l'heure actuelle. Face à une sérieuse difficulté de conservation des corps à cause des fortes canicules notées dans le Fouta, les populations de Ndouloumadji avouent devoir accélérer les enterrements pour éviter la décomposition des corps. Pour y remédier, des ressortissants de la diaspora viennent de pourvoir le centre de santé de la localité d'une morgue. La réception de la chambre mortuaire s'est déroulée en présence du médecin chef du district sanitaire de Matam. Le point, c'est avec Ali Bandelnion. Avec plus de 40 degrés à l'ombre, la conservation des corps pose de sérieuses difficultés à Matam. Dans toute la région, seuls quelques tiroirs au niveau des morgues des hôpitaux de Matam et de Ourossogui. Conséquence, en général, les populations sont obligées d'accélérer la procédure d'enterrement pour éviter toute décomposition. Aujourd'hui, avec la forte chaleur et avec cet outil qui est la morgue de dernière génération, qui pourrait vraiment recueillir des corps et les conserver pendant des jours, ça c'est un sentiment de soulagement. Parce que des fois, il y a certains émigrés, quand ils ont eu des pertes donc, au niveau de la famille, ils réclament donc, pour l'enterrement de le décaler 1 ou 2 jours. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en mesure de réaliser vraiment ce besoin donc, pour toutes les familles qui sont dans la zone. C'est une morgue intelligente de dernière génération. Donc, quand on l'allume, elle prendra un peu de temps pour démarrer avec la climatisation. Mais dès que la température est jusqu'à 2 degrés, la climatisation s'arrête. Quand on met un corps qu'on croit mort et que, peut-être par heureux, on peut le dire, que la personne qui est installée, le corps qui est installé se réveille, en touchant un peu la porte s'ouvre automatiquement. Une infrastructure qui vient renforcer toutes ces réalisations des émigrés de cette localité de la commune de Nabadji-Civol, selon Mar Diaw, l'infirmier chef de poste de Ndouloumadji. Je pense que moi, le potentiel de Ndouloumadji et ce couvrir ci ginnaawam. En tant qu'infirmier chef de poste, je suis bien placé pour témoigner de l'engagement de cette communauté de Ndouloumadji. Ils ont tout fait dans le secteur de la santé. J'ose dire que les autorités doivent réfléchir à transformer cette structure en un centre de référence. Construit par les émigrés depuis 1987, le poste de santé de Ndouloumadji est aujourd'hui l'une des structures de référence de la zone. Et à l'inauguration de cette morgue, les notables de la localité ont exprimé leur sollicitation auprès des autorités gouvernementales pour l'érection d'un centre de santé. Allez, parlons économie à présent avec l'ouverture ce matin de la réunion de l'Association des banques centrales d'Afrique, une réunion dirigée par le président de l'institution, Jean-Claude Cassibrou, s'est prononcé en faveur des estimations de croissance cette année. Une hausse atteignant les 6,4% est prévue pour 2025. L'inflation, elle, devrait se stabiliser entre 1 et 3%. Nous l'écoutons au micro de Dissa Prera. Déroule dans un contexte international marqué par des incertitudes liées à une montée des tensions commerciales et géopolitiques, une vulnérabilité accrue face aux chocs climatiques et une pression croissante sur la soutenabilité de la dette des pays africains. Dans la zone UEMOA, la croissance économique est ressortie à 6,3% en 2024 grâce à une demande intérieure robuste et une hausse de la production extractive. L'inflation s'est également repliée à 3,5%. Pour 2025, les perspectives augurent d'une consolidation des performances macroéconomiques. La croissance est attendue à 6,4%,
et l'inflation devrait se maintenir dans la zone cible de 1 à 3%. Le profil favorable des comptes extérieurs devrait permettre à la politique monétaire de disposer de plus de marge de manœuvre. De la finance, nous passons à l'entrepreneuriat. Pour l'édition 2025 de la FIARA, les femmes et les jeunes entrepreneurs soutenus par la DERFJ ont rayonné à travers leur création, de l'agroalimentaire à l'artisanat en passant par l'aquaculture et la transformation locale. Ces bénéficiaires ont su faire valoir un savoir-faire riche et inspirant. Ce lundi, la déléguée générale Aïda Mbodj est allée à leur rencontre au pavillon spécialement dédié à la DERFJ. Le reportage est signé Biramdour et Bachining. Pour l'édition 2025 de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales, les talents locaux sont à l'honneur. Dans les allées du CICES, des femmes et des jeunes entrepreneurs mettent en avant des produits qui racontent leur passion et leur savoir-faire. Parmi eux, de nombreux bénéficiaires de la DERFJ, accompagnés et financés pour transformer leurs projets en réussite concrète. J'ai eu beaucoup de plaisir à assister, à visiter cet après-midi le stand de la DER au niveau de la FIARA, mais surtout de rencontrer et d'échanger avec les bénéficiaires de la DERFJ. Nous avons discuté et j'ai eu beaucoup d'enseignements, surtout par rapport aux interventions de Mme Dien, qui a déjà dispensé un cours sur les assurances, mais aussi les personnes en situation d'handicap, que j'encourage beaucoup. Il y a aussi des non-bénéficiaires qui sont venus d'autres stands nous poser des questions. Je voudrais tout simplement les rassurer et leur dire que la DER est ouverte par ses antennes, la DER est ouverte par ses services. Ce qui m'a le plus fait plaisir, c'est celle qui est venue non pas pour demander un financement, mais pour demander une formalisation et une formation. Venu les encourager, le délégué général Aïda Mbodj a salué la qualité du travail présenté. Agroalimentaire, transformation, artisanat, les stands soutenus par la DERFJ témoignent d'un entrepreneuriat créatif, ancré dans les réalités locales et tourné vers l'avenir. Nous sommes disposés à continuer à vous accompagner, à vous encourager à fréquenter les antennes, pour obtenir toutes les informations nécessaires. Vous pouvez continuer à s'enrôler auprès des antennes. Nous allons constituer une base de données. Laquelle base de données va nous permettre de renseigner nos besoins, de pouvoir les classifier et d'accéder effectivement à ces demandes. À travers ces exposants, c'est une nouvelle génération d'acteurs économiques qui émerge. Des femmes et des jeunes qui, grâce au soutien de la DERFJ, deviennent aujourd'hui des moteurs de développement et symboles d'espoir pour le Sénégal de demain. À la une de la page des sports, le lutteur Zarko, libre au terme de son audition, il a présenté ses excuses et fait son mea culpa un peu plus tôt dans la journée. Le promoteur Eric Favre brisait le silence après l'agression survenue en marge d'un gala de MMA à Abidjan, très remonté contre le lutteur sénégalais Zarko, accusé d'avoir blessé son adversaire nigérian avec une paire de ciseaux. Eric Favre qualifie cet acte de tragédie et de grosses déceptions, une affaire qui ternit l'image du sport africain et soulève de nombreuses interrogations sur la discipline et la responsabilité dans les sports de combat, un sujet signé Mamadou Ndiaye. À Abidjan, un scandale secoue le monde du MMA africain. Le lutteur sénégalais Zarko, de son vrai nom Aldiouma Diallo, est au cœur d'une controverse après une agression survenue en coulisses lors d'un gala organisé par la Ligue Eric Fabre, Nation MMA. On est là pour combattre dans une cage avec des gants et pas avec des ciseaux dans les vestiaires. Ça a été pour moi, c'était une catastrophe puisqu'on avait du public, on avait les télés, on avait Canal+, etc. Donc on a essayé de contenir ça au mieux pour que la soirée ne soit pas entachée par ça. Le promoteur français Eric Fabre, fondateur de la Ligue, exprime sa profonde déception face au comportement de Zarko. Pas la lutte sénégalaise qui gagne, c'est pas le MMA qui gagne, c'est pas le sport qui gagne, c'est pas l'Afrique qui gagne. Je trouve vraiment regrettable. Et il n'y a rien d'autre. Oui. On pourra dire tout ce que vous voulez, il n'y a rien d'autre que ce que je viens de vous expliquer, puisque j'étais là sur place. J'ai pu observer tout ce qui s'est passé. Quels sont les mots? Selon les témoignages, Zarko aurait agressé son adversaire nigérian, Kabiru Adediran,
avec une paire de ciseaux, lui infligeant des blessures aux mains. Un acte qui a choqué l'organisateur et les spectateurs présents. Je trouve dommage, moi je ne manquerai jamais de respect à personne. Je pardonne, si vous voulez, beaucoup de choses, mais je ne peux pas les excuser. C'est un comportement qui est pour moi irresponsable, irrespectueux, et je trouve dommage, et je dirais que c'est ce qui a gâché un petit peu notre soirée. Et puis... Le ministre sénégalais des Sports a condamné fermement cet acte, le qualifiant de grave atteinte à l'image du sport sénégalais et annonçant des mesures disciplinaires à venir. Alors que des vidéos de l'incident circulent sur les réseaux sociaux, la communauté sportive appelle à des sanctions exemplaires pour préserver l'intégrité du sport sénégalais. Et Zarko, libéré au terme de son audition, le lutteur sénégalais a présenté ses excuses et donc fait son mea culpa. Au cours de sa grande randonnée pédestre aux Parcelles Assainies de Dakar, le mouvement social Réconciliation nationale et africaine appelle au retour aux valeurs de Kersa, de Djom, de solidarité, de Teggin et de Teranga pour éviter certains clivages et surtout préserver la paix. L'objectif, eh bien, c'était à travers cette randonnée de raffermir la cohésion nationale. Le compte-rendu est signé Cher Salibou Diarra, Amadouba. Et la préservation de la paix et des valeurs socioculturelles, c'est l'ambition derrière la randonnée pédestre organisée par le mouvement social pour la réconciliation nationale et africaine. Randonnée qui, au-delà de son aspect sportif, a aussi profité de cette occasion pour véhiculer des messages pour un retour à nos valeurs et vertus, parce que c'est, disons, le seul cadre qui puisse nous permettre de retrouver le Sénégal de nos rêves, où les intérêts de chaque Sénégalais étaient pris en considération par l'ensemble de la communauté. Son objectif principal est d'œuvrer en vue d'une entente cordiale unissant tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora autour de l'essentiel. Convaincu que seul un espace public pacifié et réconcilié peut conduire à l'épanouissement de l'ensemble de nos compatriotes. Un vivre ensemble qui passe par le retour aux bonnes valeurs. Retrouvons-nous dans et autour de ce mouvement pour réactiver la solidarité agissante qui a fait les beaux jours de notre pays de la Teranga. Les divisions récentes entre 2021 et 2024 qui ont violemment secoué notre pays ne doivent plus jamais, à l'avenir, refaire surface. Au passage, en 3 mois d'existence, l'idée du mouvement a séduit pas moins de 10 pays. Ces pays, tous d'Afrique, s'inspirent désormais du modèle ainsi décliné pour dépasser les clivages inutiles. La cohésion sociale, dans toute sa splendeur, en ligne de mire, le mouvement pour la réconciliation nationale et africaine a réussi le pari de la mobilisation lors de sa grande randonnée.